je dois vous faire part du fait que l'Académie a reçu 3 communications. D'une part, de Jean-Gabriel Balic, membre de notre Académie, qui a écrit une lettre de 6 pages sur le malaise de l'hôpital. Alors je vous lis quelques phrases. La grève et les manifestations de ces derniers jours déclenchées par l'ensemble du corps médical et du personnel soignant, des professeurs aux praticiens hospitaliers ont montré l'importance de leur désarroi. En 2000, arrivé au sommet de la carrière hospitalière dont j'avais rêvé, PUPH première classe, chef de service, j'ai démissionné à 50 ans pour partir en privé, compte tenu de l'impossibilité de soigner efficacement et humainement des patients. L'origine de ce malaise profond qui s'aggrave d'année en année a pour cause principale la gouvernance hospitalière administrative. Cette lente transformation vient d'atteindre son but, une gouvernance administrative et économique pure. C'est pas très audible. Alors, je ne vous lis pas tout. Il y a un moyen pour entendre, c'est de faire silence. À mon sens, il est tout à fait possible de sortir définitivement l'hôpital de cette impasse. Plusieurs mesures s'imposent de façon urgente. Remettre au centre de la gouvernance le médecin et abandonner les critères économiques. 2. Mieux rémunérer l'ensemble des acteurs, mais en fonction de leur activité et leur responsabilité. 3. Reconsidérer le personnel soignant en leur donnant des conditions de travail stables et humaines. 4. Diviser par 4 ou 5 le nombre de directeurs, sous-directeurs, cadres, super-cadres, sous-cadres. 5. Un autre problème pour lequel je n'ai pas de solution est celui du secteur privé à l'intérieur de l'hôpital. Je ne vous lis pas tout, mais 6. Revoir la carte sanitaire, se pose la question des petits hôpitaux. 7. Collaboration publique-privée. Le niveau atteint par les grandes cliniques n'a rien à envier au CHU. Dans ces conditions, il ne doit pas y avoir de compétition, mais de collaboration pour les soins, mais aussi pour l'enseignement et maintenir la recherche. 7. Pour les carrières universitaires et les internes, le premier constat est que les postes de PUPH ne sont plus attractifs pour les raisons citées ci-dessus. Le parcours pour arriver à ces postes est un parcours excessivement long, difficile et exigeant. Plus personne actuellement n'accepte de travailler autant, pratiquement bénévolement, et souvent au prix de sa vie personnelle, comme nous l'avons fait pour des postes difficiles à atteindre et qui ne font plus rêver personne. Je pense que beaucoup de membres de l'ANSEE partagent cette analyse, et en particulier ces solutions. Il est du devoir de l'ANSEE d'alerter les politiques. Alors je dois vous dire, je ne vous lis pas tout le texte, ce texte intégral est à votre disposition à notre secrétariat. Nous avons abordé ce sujet au dernier conseil d'administration pour voir dans quelle mesure nous pourrions peut-être tenir une réflexion dans le cadre de l'Académie. Je rappelle que l'Académie nationale de médecine, dont les problèmes finalement sont les mêmes, enfin je veux dire, ce problème d'hôpital ne concerne pas que les chirurgiens, a remis un rapport en février 2019 sur le sujet. Donc, nous n'allons pas entamer de discussion aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, mais nous pourrons tout à fait, si certains d'entre vous le souhaitent, entamer une discussion sous quelque forme que ce soit dans le courant de l'année. J'ai reçu une deuxième lettre de la part d'Edmond Estour. Les médias et la télévision viennent de rapporter sur un ton indigné à juste titre le cas de ce petit enfant décédé à l'hôpital en région parisienne d'un choc toxique à la suite d'une appendicite en observation non opérée. Un cas voisin s'est produit ces derniers mois dans le département voisin de l'Ardèche. L'enfant renvoyé chez lui par un urgentiste, au titre qu'on n'opère plus les appendicites, décède quelques heures plus tard après son retour au domicile. Une affaire de même ordre, sauvée de justesse, vient de se produire dans la Drôme avec plainte. Je pense qu'il est du devoir de l'Académie de rappeler ex cathedra que l'appendicite, bien que plus rare qu'autrefois, est une maladie grave et qui peut tuer enfants et adultes. Que l'appendicite est une urgence, que sa clinique est trompeuse. Surtout que tout ventre suspect doit être monté à un chirurgien généraliste. Là encore, je ne vous donne pas l'intégralité du texte. Ce texte est à votre disposition au secrétariat. Si vous souhaitez que l'Académie puisse engager également une réflexion sur ce sujet, informez-nous et nous ferons ce que vous souhaitez. Dernier point, nous avons reçu un article qui est intitulé « Quelle est l'activité de publication des jeunes chirurgiens ? Enquête du Conseil national des jeunes chirurgiens ». Cet article est sorti dans la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique. Il apparaît d'excellente qualité. Il est à votre disposition également au secrétariat. C'était mon devoir de secrétaire général de vous communiquer ce que nous avons reçu. Voilà. Alors, nous vous laissons à la réflexion et l'Académie fera sur ces différents points, si vous le souhaitez, des prolongements. Voilà, Monsieur le Président.
Tout d'abord, je voudrais excuser Xavier Martin qui est indisponible pour présider cette séance, et en tant que passe-président, je prends la présidence pour aujourd'hui, et on doit écouter, je pense, nos secrétaires perpétuels, que je voudrais d'abord remercier puisque c'est la dernière fois qu'ils parleront en tant que secrétaire perpétuel, et j'espère l'avant-dernière fois, pardon, et j'espère qu'ils continueront à parler de toute façon. Donc on vous donne la parole pour le résumé de la séance précédente et le procès verbal. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers amis, chers collègues, la séance du mercredi 4 décembre était consacrée à des communications libres, commencée par Manfred Prager de Vienne sur les options thérapeutiques dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Ce traitement repose sur la chirurgie d'exérèse associée aux thérapies systémiques qui sont essentiellement les analogues de la somatostatine, mais également d'autres thérapies comme le 5-affût, la doxorubicine, la streptozotocine, l'évorolimus, la radiothérapie interne vectorisée et une nouvelle approche qui est le Téléstar. Sandrine Ostermatt nous a fait part de son expérience du traitement des hernies inguinales laparoscopiques avec un seul orifice de travail, c'est-à-dire que 2 trocars, l'un pour l'optique et l'autre pour le seul instrument de travail, et nous a montré que cette technique était tout à fait viable, offrait d'excellents résultats, avec moins de douleur par rapport à une approche latérale lorsqu'on mettait un deuxième trocar latéral. Cette technique a été un peu critiquée en disant pourquoi pas mettre 2 trocars, le 3, ça ne changeait rien, on était quand même plus à l'aise. Carole Matelin de Strasbourg nous a parlé de la place du digital en pathologie mammaire et notamment sur le travail qui s'appelle scénométrie, qui est porté conjointement par les médecins de l'unité de scénologie du CHU, des data scientists, et qui a visé à analyser plus de 18 000 patientes atteintes d'un cancer du sein et suivies pendant plusieurs années, avec des données non structurées provenant de leur histoire personnelle, de l'imagerie, de la biologie, de l'analyse anatomopathologique, et grâce aux nouvelles techniques des data scientists, on peut intégrer un certain nombre de données automatiquement à partir d'écrits à la main ou de textes d'ordinateur. Et l'analyse croisée de ces multiples données a déjà apporté un certain nombre de réponses à des questions jusqu'alors non résolues en scénologie dans différents domaines, notamment l'impact du dépistage organisé sur la mortalité par cancer du sein, l'impact du diabète de type 2 sur le cancer du sein, du grand âge sur l'évolution, mais aussi ces nouvelles technologies permettent une démarche inverse où la découverte de colorations inattendues est postérieure à la récolte des données. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, et c'est ainsi qu'un lien a été établi entre le degré de déficience visuelle et le risque de cancer du sein, avec une part de son explication dans les variations des taux de mélatonine. Et elle a conclu l'importance des sociétés savantes de l'Académie de chirurgie qui doivent s'impliquer dans cette thématique de l'utilisation du digital pour contribuer à définir les cadres éthiques et juridiques et des objectifs de projet pour mieux intégrer tout cela dans nos pratiques quotidiennes. Xavier Rillo nous a parlé de la dent et de l'ADN. Une dent est imputrescible, elle résiste à un certain degré de carbonisation et son ADN constitue un élément précieux d'investigation, même des siècles après la mort d'un individu, qui renseigne notamment sur une filiation, une identification, un empoisonnement ou la chronologie, puisqu'il a été démontré qu'en chaque homme sommeille un homme de Néandertal. Ainsi, on s'est rendu compte que le bacille de la lèpre n'avait pas muté depuis 1000 ans, et ce qui aujourd'hui laisse entrevoir la perspective d'un vaccin produit sur la base d'un gène multiséculaire. Philippe Bonichon nous a parlé de l'hyperparathyroïdie et d'un symptôme qui passe souvent inaperçu, qui est l'asthénie, qui est très représentative de l'hyperparathyroïdie. Et l'asthénie chez une personne âgée peut passer totalement inaperçue, parce qu'on dit oui, vous êtes fatigué, vous êtes âgé, mais en fait, on peut découvrir un certain nombre d'hyperparathyroïdies, les opérer et améliorer la qualité de vie de ces patients atteints d'une hyperparathyroïdémie. Olivier Dumonceau nous a fait part de son expérience de la chirurgie ambulatoire dans les prostatectomies totales robotiques pour cancer de la prostate sur 240 patients
opérés entre mars 2016 et octobre 2019, 77 ont été inclus dans ce protocole de chirurgie ambulatoire. Et il a montré que dans certains cas particuliers, on pouvait organiser effectivement cette chirurgie ambulatoire, c'était faisable, grâce à un certain nombre de données et de suivi post-opératoire. Enfin, la séance s'est conclue avec Jean-Marc Fischel, qui nous a rappelé l'histoire d'une jeune enfant de 4 ans qui était porteuse d'une coarctation de l'aorte sus-interrénale, et toute son histoire de correction chirurgicale au fur et à mesure du temps, en rappelant qu'il y avait un intérêt d'une revascularisation chirurgicale faite dans l'enfance avec des tissus autogènes et qui permettait une croissance adaptée, avec une revascularisation complète à l'âge adulte, pouvant alors utiliser un matériau prothétique. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal ou des remarques? Alors, tu n'as pas lu un commentaire qui m'avait beaucoup frappé, il n'est pas là mais il m'a dit de le dire, parce qu'il m'a téléphoné. C'est Régis Lisfranc, pour ceux qui étaient là, qui a été extrêmement touchant, puisque... Il est où? Il est là? Régis Lisfranc, il est où? Eh bien, tu ne veux pas répéter, parce que ça n'a pas été mentionné, je pense que c'est une leçon que tu as donnée sur le plan de l'hyperparathyroïdie. Si, il a été fait mention dans ce que tu viens de dire à l'instant. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun changement. Et je confirme qu'effectivement la parathyroïdie... Parce que je voudrais que mon ami Irage notamment écoute ta version exacte. Voilà, tu peux refaire en 2 secondes l'histoire que tu as racontée la dernière fois parce que c'est extrêmement intéressant. Premièrement, le diagnostic a erré très longuement parce que quand on a un certain âge et qu'on se plaint de fatigue, on l'attribue naturellement à l'âge. Et ce n'est que la découverte d'une hypercalcémie avec un scanner à la colline, un PET scanner à la colline qui peut déterminer exactement l'endroit de la lésion tumorale bénigne de la parathyroïde qui, en l'occurrence, dans mon cas, était effectivement très profonde puisqu'elle était à hauteur de la première vertèbre dorsale derrière l'œsophage. Donc sans la localisation par le PET scan, c'est extrêmement une intervention très difficile. Mais dès l'intervention réalisée, dès le 8e ou 10e jour, il y a une amélioration clinique évidente. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Mais si vous êtes fatigué, faites-vous doser la calcémie. Bon, il n'y a pas de remarques supplémentaires sur ce procès-verbal. Encore merci.